Première question, nous sommes conscients de ça. Alors, on n'était pas là pour rédiger la loi. Mais dans ce dialogue entre la collégialité et la personne qui demande une aide active à mourir, il doit y avoir un débat extrêmement précis. Qu'on soit persuadé qu'il n'est pas influencé par son entourage, par toute raison, en disant « je suis un poids pour la famille », problème de dépression, problème de tout ce qui peut arriver. C'est le travail de cette collégialité, parfaitement déterminé. Et j'ai regardé certaines législations étrangères. Parfois, il y a un délai d'1 mois, on attend 1 mois entre la première et la dernière. Et j'ai beaucoup regardé en France, quand ça se manifeste, la loi n'autorise pas pour le moment, c'est ceux qui sont pris en charge dans les soins palliatifs. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Quelqu'un qui est parfaitement pris en charge par les soins palliatifs peut avoir, parce que ça existe, à un moment cette demande d'aide active à mourir. Hein. Deuxième chose, serment d'Hippocrate, tu n'auras pas la mort. Voilà, le débat est ouvert. Est ouvert. C'est pour ça que la clause de conscience, suicide assisté, on prescrit un médicament. Alors pour vous donner, mais je pense que ces deux questions sont essentielles, elles sont au cœur, on ne peut pas les gommer. En Oregon, sur les derniers chiffres que nous avons 2020-2021, il n'y a que 60% des personnes à qui on a prescrit un produit létal qui prennent ce produit létal. 60%. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un ordre de grandeur. Votre témoignage est quand même essentiel. Pour reprendre vos deux termes, vie bonne dans des institutions justes, c'est ce que vous faites. Vos patients ont la chance de bénéficier à domicile de soins palliatifs, c'est-à-dire que ce premier mot de solidarité fonctionne parfaitement, mais malgré cela, malgré les soins qui sont la personne, à un moment, souffrant, peut se poser cette question. Et je pense que dans une démarche éthique, sous réserve de faire l'analyse que vous faites, que vous formulez, dans une démarche éthique, on ne peut pas, d'un revers de main, ne pas traiter ce sujet d'autonomie. Mais faut-il encore... L'autonomie, il ne suffit pas de dire. Il faut l'expliciter. Il ne peut pas y avoir d'autonomie réelle s'il n'y a pas de solidarité. Moi, c'est ma conviction. Il n'y a pas d'autorité réelle s'il n'y a pas de solidarité. Et je pense qu'un comité d'éthique doit pouvoir se saisir de ça aujourd'hui. Je sais ce que dit Ricoeur, je sais, mais je pense, et je regarde tous les comités d'éthique qui se sont penchés là-dessus, et où la loi a fonctionné, où la loi a été votée, ont eu cette démarche-là. Mais c'est pas loin, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, je vais vous dire, on a eu beaucoup de discussions avec vos collègues, vos organisations des soins palliatifs. Quand on a abordé la sédation profonde et continue, ce qu'on essaie, c'était pas un produit létal. Alors, il ne fallait pas parler d'aide à mourir, accompagnement d'une fin de vie. Mais on a eu, et ça rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, on a eu beaucoup de discussions et d'interventions sur le mot continu, sédation profonde et continue. En disant non, la sédation peut intervenir, il peut y avoir réveil, etc. Et je pense, et ça a été le cœur de la discussion du CCNE. Dans cette situation où les institutions sont justes et on essaye de donner les meilleures conditions à la personne, il se peut qu'il y ait cette demande d'autonomie réelle qui intervienne. Moi, je ne pense pas, là, je ne prétends pas apporter la réponse, mais je ne pense pas qu'une société démocratique comme la nôtre puisse
éviter cette question. Alors, je suis bien conscient, toutes les convictions religieuses, spirituelles peuvent intervenir et peuvent créer un certain nombre de choses. Mais que la société ne se pose pas ce sujet, je pense que ça serait une erreur. Hein. C'était ça notre démarche. Alors je ne sais pas à quoi ça aboutira, parce que, vous savez, moi je peux vous parler de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette loi a failli ne pas passer parce que certains considéraient qu'on allait trop loin et d'autres considéraient qu'on n'allait pas assez loin. Et pour être très concret avec vous, le mercredi, lorsque les amendements étaient examinés, on a eu des amendements communs pour faire tomber la proposition. Donc voilà, et je pense que c'est... Oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais ça sera... moi, je suis d'accord avec ces nuances. Mais, grande difficulté, moi j'y insiste, il y a des juristes peut-être dans la salle, on m'a dit qu'il y avait des juristes tout à l'heure. Hein, toutes ces nuances, il faut les traduire en droit après. Hein, je peux vous dire que le mot non mais c'est très compliqué, le mot court terme, quand on l'a utilisé en sédation profonde, ça fait l'objet de débat. Quand le mot inapproprié, et pour vous dire, c'est un conseiller d'État qui nous avait suggéré ce mot inapproprié. Je le revois ce matin, le conseiller d'État qui est au CCNE, je lui ai dit, écoute, le mot avait été juste. Parce que toutes ces nuances, la loi ne peut pas régler tous les cas particuliers. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Elle ne peut pas régler tous les cas. Mais elle doit fixer un certain nombre de garde-fous. Hein. Mais moi, j'ai une question à vous poser à vous deux. Vous avez fait votre carrière dans les soins palliatifs, vous y êtes encore, médecin de soins palliatifs. Dans la structure médicale, je ne parle pas des moyens financiers et des postes. Dans la culture médicale, qu'est-ce qui accroche actuellement ? Qu'est-ce qui rend difficile que ces soins palliatifs rendent réellement dans, j'allais dire, le cœur de ce qui doit être l'action médicale ? Quelles sont dans votre carrière, quelles sont les difficultés que vous avez eues, que vous avez rencontrées ? Mais dites-le. Oui, allez-y. Non, parce que c'est ça, vous avez été confronté, vous, très directement, ce qui est intéressant, c'est... Je te donnerai le micro après, que je ne sois pas le seul à me mouiller. Grosso modo, hein, moi avant je suis en retraite, mais j'ai repris ce boulot, mais avant j'exerçais, donc j'étais praticien hospitalier temps plein. Donc ce que je vais vous dire n'est pas partisan. Ce que je constate maintenant, que j'aide les médecins généralistes, parce que je n'ai pas le droit de prescription, je suis que là pour coordonner les soins et soutenir. Oui, c'est ce qu'on appelle médecin coordonnateur dans les EHPAD. Non, pas dans les EHPAD. Enfin, on intervient aussi dans les EHPAD, mais essentiellement à domicile, chez tout un chacun. Et grosso modo, les médecins qui ne comprennent pas trop ce que c'est que le soin palliatif et qui donc ne peuvent pas trop le mettre en œuvre sont les médecins hospitaliers, y compris, c'est une horreur, certains médecins d'unités de soins palliatifs hospitaliers. En revanche, oui, mais je ne vais pas donner les exemples, bon, c'est du vécu. Hein, à un moment ou à un autre, il faut parler du vécu. Oui, la loi est importante et tout, mais... C'est l'objet de ces réunions. Hein. En revanche, les médecins de ville et généralistes, eux, sont très, très demandeurs, au contraire. Ils ne connaissent pas bien, c'est vrai, mais ils sont très demandeurs qu'on les aide, qu'on les seconde même, qu'on soit ensemble, qu'on soit face binôme pour les cas difficiles. Et vous rencontrez plus de difficultés dans le milieu hospitalier ? Par exemple, on rencontre des difficultés, je vais prendre un exemple précis, décision à domicile collégiale selon la loi de 2016 de démarrer une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Pour des raisons diverses et variées, le patient ne peut pas rester à domicile.
Donc une fois la décision prise, on cherche un endroit. Dans tel endroit, elle est acceptée. Le patient arrive dans cet endroit, une unité de soins palliatifs. Ils réévaluent et ils disent « Ah non, il n'y a pas d'indication ». Catastrophe dans la famille, catastrophe dans l'équipe soignante, etc. Donc ça venait de l'équipe hospitalière. Je m'arrête là. Merci, monsieur. On va continuer, on va cheminer. Je me permets, pardon, excusez-moi, donc... on va lui laisser... Non, mais parce que peut-être que les derniers mots de monsieur ont été importants, c'est la place de la famille aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve là dans une situation où il y a deux messages différents qui sont adressés aux familles. Et est-ce que c'est logique? Voilà. Et en fin de compte, toute la difficulté peut-être dans ce domaine, c'est aussi, puisque c'est la loi de 2002, vous y avez fait référence, qui est en fin de compte l'information normalement, et c'est peut-être là aussi qu'il y a un problème. Pardon, excusez-moi d'avoir stoppé le micro. Non, mais vous avez raison, c'est fait pour ça. De se retituer par rapport à ça. Je ne vais pas tout être dans le même sens. Voilà, moi j'ai l'expérience aussi bien de l'hôpital que du domicile, que des EHPAD, puisque on allait partout dans l'ouest du département de l'Aude. Il y a des freins partout, parce qu'il y a deux sortes de freins. Le premier, c'est effectivement d'être capable de dire je ne peux plus guérir ou je ne peux plus améliorer, donc il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Où il faut s'occuper aussi d'autres choses que de la maladie. Alors c'est vrai que notre médecine qui découpe le malade en tas de petits morceaux et jamais en unité, c'est un vrai problème. Je pense qu'on a ça déjà d'un côté. Et de l'autre côté, c'est le temps. C'est vrai qu'un médecin généraliste qui voit 40 patients par jour, est-ce qu'il a le temps de s'occuper d'un patient? Alors, il y a ceux qui appellent le réseau, il n'y a pas de souci, ceux-là, ils fonctionnent bien. Mais il y a tous ceux qui font tout seuls dans leur coin, et encore pas longtemps, même des bénévoles se trouvent face à des gens, ils ont un Doliprane par jour pour soigner la douleur, alors qu'il y a un cancer. La notion de réseau, vous avez le sentiment que se développe aujourd'hui? Les réseaux, il n'y en a plus. Les réseaux de soins palliatifs en Occitanie viennent d'être tous supprimés au profit d'un DAC. Voilà, donc voilà, ils viennent d'être supprimés, les moyens ont diminué, donc voilà, c'est assez catastrophique. En tout cas, dans l'autre, c'est catastrophique. Donc on en est là, et par contre, effectivement, est-ce qu'on peut aussi demander à une structure d'appliquer la prescription qui a été faite par un réseau extérieur? C'est un problème. Là, c'est un problème qui va se poser. Oui. Hein. Mais on rejoint la remarque de monsieur. Il aurait peut-être fallu travailler avec l'équipe avant, et on est dans la concertation, mais pas uniquement domicile-hôpital, mais la concertation de tout le monde ensemble. Merci. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est juste... c'est juste. Non. J'étais en train de dire que quand on prévoit une sédation, une fin de vie à domicile, on essaie toujours de prévoir, entre guillemets, un plan B, c'est-à-dire si à un moment donné c'est plus possible, c'est intéressant d'avoir un lit hospitalier de repli au cas où. D'accord. Et vous êtes médecin? Non, je suis infirmière. Moi. Et vous avez été confronté à ce sujet? Oui, c'est arrivé des fois. Je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, dans ces termes. C'est la catastrophe, parce que, où vous avez raison, c'est vrai que la mort s'est éloignée naturellement de nous. Il n'y a plus 3 générations sous le même toit. On voit mourir quelqu'un de plus en plus tard. On meurt de plus en plus à l'hôpital. Et brutalement, la mort. Et puis, il y a cette société, le corps parfait, transhumanisme, on va vieillir sans problème de plus en plus longtemps. Voilà. Et la mort est réapparue brutalement à travers cette crise sanitaire et à travers le malaise qui existe aujourd'hui profondément dans le monde soignant. C'est une évidence. Et donc, le raccourci pourrait être de dire, bon, on n'est pas capable de prendre en charge, je reviens toujours au mot solidarité, donc faisons la... Non. Je pense que si c'était personne, je pense à ça en tête, et je pense que... Mais c'est vrai qu'il y a cette tentation de le dire comme vous l'avez dit. Mais il faut mieux le dire, mais non, je crois que personne a cette tentation. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai malaise aujourd'hui, un vrai malaise.
Le président veut dire un mot. Vous passez le micro? Non, alors on va. Une seconde. Sur ce qui vient d'être dit, deux choses. Premièrement, quand le serment d'Hippocrate a une histoire. Le serment d'Hippocrate aujourd'hui n'est pas celui qui était le serment d'Hippocrate avant. Et quand on fait l'histoire du serment d'Hippocrate et de son évolution, on se rend compte qu'il évolue en fonction de l'évolution de la société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais aborder pour justement faire réfléchir à ce sujet, c'est nos amis canadiens, médecins du Collège médical du Québec, sont à l'origine de la demande d'une modification de la loi vers l'aide active, non pas l'aide active à mourir, mais l'aide médicale à mourir, ce qui fait que l'euthanasie au Québec est considérée comme un soin avec une évolution, et ils considèrent que c'est finalement la partie terminale des soins palliatifs. Donc, après, on peut demander aux philosophes pourquoi certains évoluent dans ce sens, peut-être dans les pays anglo-saxons et d'autres. Mais voilà, je voulais apporter cette très important de réflexion. Alors, madame, monsieur, et vous après. De ce côté-là, il n'y a personne pour le moment. Je suis psychiatre au CHU, mais je ne parle pas du tout en termes de psychiatre. Je rebondis sur l'histoire du suicide assisté, donner un comprimé ou être là. Parce que il se trouve que je suis suisse et j'ai des amis suisses. Et j'ai un ami psychiatre qui m'a raconté il y a un mois quelque chose que je trouve pose toute la question des conditions d'accord du suicide assisté. Son père a une maladie, je n'ai pas très bien compris, je crois que lui non plus n'a pas très bien compris. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas quelque chose de psychosomatique. En tout cas, son père ne se lève plus de son lit depuis des mois. Il a demandé le suicide assisté, ça a été accordé. La veille de l'arrivée de l'équipe, toute la famille de toutes les parties de Suisse est venue lui rendre visite. Et donc le lendemain, il a dit « mais je veux plus ». Je veux plus, et ça renvoie aussi à la question du malaise dans la société, c'est-à-dire il a été tellement heureux de passer une journée avec toute sa famille qu'il a changé d'avis, donc il a renvoyé l'équipe, et maintenant il est à nouveau alité chez lui, avec très dépendant de sa famille, mais vraiment c'est une situation caricaturale, hein. J'aurais pu l'inventer, mais je vous assure que je ne l'invente pas, parce que mon ami est en désarroi, mais pas non plus, il n'a pas de position ferme non plus, il accepte la décision de son père. Mais ça pose un peu la question en tant que psychiatre, quel est l'état d'esprit, quelle sera l'évolution, l'évaluation qu'on fera pour prendre ce genre de décision. C'est tout le travail de la collégialité et du délai dans le temps, mais c'est vrai. Monsieur. Dans le cadre de... Vous lirez l'avis du CCNE. On a mis en dernière partie l'ensemble des législations. Je ne vais pas vous imposer là ce soir, je pourrais rentrer dans le détail. Et puis, je pense que la réflexion française doit être alimentée par ce qui se fait. Vous parlez de la Belgique, mais on pourrait parler de la Suisse, on pourrait parler d'autres pays. Il y a des modalités qui ne sont pas que des modalités, il y a des choses importantes. On ne refait pas le débat. Là, on essaye de donner naissance à ce mot autonomie. Et puis la Belgique, ce n'est pas la France. Regardez les 10 pays où ils sont localisés, ces autorisations. Et il faut qu'on l'ait en tête. Notre pays, il est ce qu'il est avec ses... Voilà. Mais je ne veux pas rentrer plus dans le débat, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il y a des pays très différents comme la Belgique ou l'Espagne, par exemple. Oui, alors l'Espagne, c'est un bon exemple. L'Espagne, ça a été adopté par une large majorité au Parlement. Et c'est pour ça que la concertation, vous avez raison, ce n'est pas qu'une affaire de médecins. Mais pour reprendre l'expression de madame qui est pasteur, vu l'état d'esprit aujourd'hui et le malaise dans le milieu soignant, ne pas concerter le milieu soignant aujourd'hui dans cette réflexion, ça serait plus qu'une erreur, ça serait une faute. Et je pense qu'on a intérêt à associer le personnel soignant, y compris pour faire comprendre
ascertain l'utilité et le renforcement des soins palliatifs. Je crois que c'est important. Hein. Mais j'entends ce que vous dites. Oui, bonsoir. Alors, je ne suis pas du tout dans le corps médical. Je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour faire avancer ce sujet sur le terme politique. Et c'est vraiment très bien que ça continue d'avancer et que cette loi arrive au Parlement à un bon moment, entre guillemets. Je veux intervenir juste parce que il y a 7 ans, j'ai accompagné ma femme en Suisse pour son suicide assisté avec nos enfants. C'était un moment évidemment douloureux, vous imaginez, compliqué pour les papiers en plus, alors qu'il y avait vraiment un besoin de sa part, une demande. Et vous avez dit le mot qu'il fallait tout à l'heure, pour moi, c'est le mot de liberté. Elle a choisi, bien que ses souffrances l'aient poussée évidemment à prendre ses décisions, mais c'est dans le cercle familial, accompagner la personne qui a choisi ça, dans sa propre liberté, c'est très bien que ce soit protégé par la loi. Ensuite, j'avais une question quand même, c'est l'effet Godard. Parce que lui, apparemment, il a choisi, alors que je n'ai pas compris s'il avait vraiment des problèmes de santé. J'ai cru comprendre qu'il s'ennuyait dans la vie ou qu'il en avait marre de la vie. Et ça fait poser question aussi, parce que c'est un seuil qu'on pourra atteindre quand la loi sera passée. De choisir, au fond, un suicide assisté alors que le corps médical n'a plus rien à voir dedans. Est-ce que la loi permettra d'arriver à ça? Tout d'abord, merci de votre témoignage. Je n'ai bien entendu aucun commentaire à faire à travers vos propos. Godard, j'en sais ce qu'il y a eu à la télévision, en radio. Je n'ai pas de commentaire à faire sur Godard. Simplement, une chose. Le suicide n'est pas interdit en France. Ce qui est interdit, c'est des actes qui poussent au suicide, l'incitation. Là, on parle d'une démarche médicale. Mais le suicide n'est pas interdit. Alors, il y a des campagnes. Non, mais je sais qu'il y a des campagnes. C'est pour ça que le débat est très compliqué. Il y a des campagnes de sensibilisation, parce que le suicide touche des catégories de population, les jeunes en particulier. C'est pour ça que les personnes âgées, il y a des catégories. C'est pour ça que ça peut paraître, moi je vais jusqu'au bout, contradictoire de dire on lutte contre ces risques qui existent, surtout dans les situations actuelles, parfois où il y a une tension dans la société, et que dans le même temps, on parle de l'accompagnement médical au suicide. Mais bon, je crois qu'il faut dire ça, il faut qualifier ça. Mais je crois que je vous remercie de votre témoignage. Alors, si on n'aborde pas sur tous ces sujets de santé et de prévention les inégalités sociales, on passe à côté de quelque chose d'énorme. Je vous prends une simple chose. Le dépistage du cancer du sein. Je regarde les chiffres. On est déjà sur un plafond de verre, 50%. Mais il y a une double inégalité. Une égalité territoriale. Plus vous êtes loin du CHU, moins vous faites dépister. Et une égalité sociale. Les personnes
en situation les plus précaires ne pensent pas au dépistage. Ce n'est pas une raison pour ne pas renforcer le dépistage pour le cancer du sein ou pour le cancer du côlon, etc. Deuxième chose, c'est vrai que sur les soins palliatifs, il y a des inégalités d'accès aux soins palliatifs, mais qui sont différentes de la prévention, c'est pas forcément ça se superpose pas aussi facilement. Mais je comprends pas bien ce que vous dites. Autant faut être vigilant sur cette notion d'autonomie, parce qu'on a bien compris. Et moi, je défends l'idée, c'est ce qu'on a défendu au CCNE, mon avis importe peu de ce qu'on a défendu, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie sans solidarité. C'est pour répondre à madame, parce que vous avez touché sur le sujet qui était le plus... Il ne peut pas y avoir d'autonomie. Et la première solidarité, ce n'est pas une solidarité d'accueil dans un service, c'est que la société, à travers une collégialité de médecins, arrive à faire dire à la personne ce qu'elle veut réellement, même si ça doit nécessiter un renouvellement de la demande pour que vraiment on ait une demande authentique. Moi, je pense que c'est essentiel que cette autonomie puisse être accessible au plus grand nombre. Mais c'est ça le sujet. Parce que les cas qu'on citait, le point de départ tout à l'heure, c'était les deux mots que vous avez utilisés, en disant même lorsque l'accueil est bon et qu'il y a une bonne vie, il peut se poser malgré tout cette question. C'est ça à quoi on est confronté, notre société. Et c'est vrai que ce que dit le Conseil constitutionnel, il ne parle pas d'obstination déraisonnable, il parle de dignité, moi ça m'interpelle. Parce que toute vie, pour moi, est digne à vivre. Toute vie est digne à vivre. Mais dignité et liberté sont vraiment deux sujets importants. Vous n'étiez pas d'accord. Donc je vais vous passer le micro. Je vous voyais à votre tête que vous n'étiez pas d'accord. Je vous repasse après, tout de suite. Vous pouvez donner le micro. Je me suis mal exprimé. Je vois où vous voulez en venir. Vous avez utilisé un mot important, sentiment. Moi, je comprends parfaitement le sentiment de dignité. Mais une société n'a pas à fixer des normes de dignité, parce que vous voyez les sujets qui arriveraient très vite. Sentiment de dignité, j'entends ce que vous voulez dire. Mais une société n'a pas, quand on dit toute vie mérite d'être vécue, il faut qu'on fasse attention à ce mot. Mais pour être juste, c'est le mot dignité qui figure dans le préambule de la Constitution qui a été utilisé pour donner raison, entre guillemets, à la collégialité des médecins dans leur décision. Merci de votre main. Allez-y. Je n'ai pas à commenter une décision du Conseil constitutionnel. Elle s'impose à tous, comme toute décision de justice, mais elle s'impose à tous, cette décision. Je dis simplement que ce n'est pas moi qui ai dit dignité et liberté. Dans la décision, le texte qui a été remis à l'extérieur, figurent ces deux mots, et se rappelant le préambule de la Constitution. Et sur le mot dignité, moi j'en dirai pas plus, je me suis posé un certain nombre de questions. Voilà. Mais, alors, par contre, ce qui était jugé là, c'était ce qui était écrit dans la loi. Et dans la loi, c'était prendre acte du mot inapproprié. C'est-à-dire que le législateur avait prévu des cas où la vie ne tient qu'à une alimentation et une hydratation artificielle, des cas où une collégialité de médecins puisse dire non. Il y a eu, vous savez, l'affaire Lambert, l'affaire Lambert qui a fait débat, qui a nécessité des expertises. Et je peux vous dire qu'au-delà du problème de Lambert, c'est un drame familial épouvantable. J'avais l'occasion de rencontrer son épouse. C'est un drame absolu.
Alors, ce n'est pas une obligation légale, il y a une loi. Mais 99, c'est la loi qui instaure les soins palliatifs. C'était pour les instaurer sur l'ensemble du territoire. Qu'il y ait des problèmes de moyens financiers, je parle sous le contrôle des médecins, assurément, mais je l'ai dit tout à l'heure, et on le dit au sein du CCNE, pas uniquement. Je ne pense pas qu'on gagnera la partie lorsque chaque ministre de la Santé fera un nouveau plan soins palliatifs. Il y a une culture palliative qui doit rentrer plus avant au sein de notre société. Ça passe par la formation des médecins, la formation des continus des équipes soignantes, ça passe par la recherche, hein, et ça passe aussi par ce qui est reconnu prioritaire au sein de l'hôpital. Je vous ai parlé de T2A, je n'ai pas voulu vous ennuyer. Quand des actes techniques sont plus rémunérés, toujours plus rémunérés que des actes simplement humains d'accompagnement, ça crée à un moment un déséquilibre. Il ne faudrait pas que l'hôpital, et ce n'est pas le cas, mais se technise tellement qu'on oublie, en fin de compte, l'humain et la personne. Hein. Donc il y a ce travail à faire de conviction. Et ça passe par des projets d'établissement. Je crois qu'aujourd'hui, des pouvoirs publics en sont conscients. Je crois que ce qu'on vient de traverser, ce que traverse actuellement l'hôpital, mais pas que, les structures médico-sociales. Quand même, c'est assez nouveau dans notre pays de voir des infirmiers, des infirmières arrêter leur métier, voire faire autre chose. Quand je vois le turnover dans un certain nombre d'EHPAD aujourd'hui, de structures médico-sociales, ça interpelle aussi. Hein. Ils ne font pas naturellement, c'est qu'il y a un vrai malaise, un profond malaise. Donc c'est ça sur lequel il faut se... Oh non, mais c'est tout simple. Soins palliatifs, ce terme compris par le plus grand nombre des personnes qui ne sont pas spécialistes de la chose, c'est interprété comment? C'est des soins qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire. Ben, je parle sous le contrôle de celles et ceux qui travaillent dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs peuvent se dérouler bien en amont, et avec des soins d'accompagnement, et c'est une vraie médecine, hein, de la personne. Hein, voilà. D'un point de vue... Non mais je prends cet exemple, je vais prendre un autre exemple. Moi j'ai vécu ça en tant que père dans les EHPAD au moment du confinement. La France a été bonne au niveau du traitement sanitaire, mais toutes les conséquences qui ont eu lieu autour du confinement, etc., ça a été terrible. Ça a été terrible. Et il y a encore des traces, non pas des conséquences du Covid, il y en a, mais aussi de l'isolement. Hein. On a retrouvé cette notion de fin de vie dans les pires conditions, avec un malaise au sein de l'hôpital et médico-social, et dans le même temps, à travers cette pandémie. Alors, il n'est pas question d'écrire l'aide active à mourir est un soin. On peut en débattre, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais voilà, c'est pas... il faut être aussi extrêmement précis sur les termes. Et je reviens sur ce suicide assisté. Qu'est-ce qui est la question si le législateur décide là? C'est une intervention médicale. Je parle pas uniquement de la prescription, mais c'est l'intervention médicale dans le cheminement de la décision. Quand une personne autonome fait cette demande, il y a, nous, on considère au CCNE qu'il y a un cheminement médical, une collégialité qui doit l'accompagner. Et y compris de dire non, c'est possible. Alors la question, c'est de se dire, mais est-ce que cet accompagnement médical est utile? Et ça, je ne pense pas qu'une société puisse prendre cette responsabilité. Dire, on accepte l'aide active à mourir, mais le corps médical n'a rien à voir
là-dedans. Je pense que ça serait pas compris. Mais au-delà de ça, il y a d'autres questions après, le serment d'Hippocrate, etc. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Hein, c'est pas... Moi, je pense qu'il y a eu ce débat au comité d'éthique. On a parlé même de professionnels de santé. On a été assez loin, mais il y a un vide dans la loi. Et c'est pour cette raison. Parce que c'est bien beau de parler de collégialité. Elle est possible, la collégialité, dans un service de CHU. On peut faire de la collégialité. Mais dans une profession d'un médecin généraliste, comment il va organiser la collégialité? C'est beaucoup plus difficile, ce qui est un frein et une limite. Et je pense que si le législateur doit revisiter cela, y compris aide active à mourir ou pas, dans la sédation profonde et continue, il devra préciser un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai que même pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce qui peut expliquer parfois des divergences de vues entre ce qui a été décidé sur le terrain, et ce que vous rappeliez, monsieur, et ce qui est décidé en fait lorsque la personne doit être transférée dans une unité hospitalière, et la famille est dans une incompréhension totale. Donc d'un point de vue de droit, même si le droit, je dis ça à mon fils, ça me met en colère, ne règle pas tout, mais je crois qu'il est utile sur ce sujet de préciser la collégialité. Je suis d'accord. Ça fait là. Nous, ce n'était pas notre travail. Mais je dois vous dire qu'à travers les médecins et de leur expérience, aux membres du CCNE, et je suppose que dans votre espace éthique régional, vous avez eu le même débat, il y a à préciser ce qu'on entend par le fonctionnement de la collégialité. Et pour finir le fond de ma pensée, on en débattait tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment où la question de la mort n'est plus une question médicale. Même si le médecin interviendra pour donner l'acte, le débat collégial doit sortir de la collégialité technique, de l'acharnement thérapeutique, de l'obstination déraisonnable et de la façon dont on peut donner la mort. Et elle devient après une question beaucoup plus sociale. Alors c'est peut-être mon tropisme juridique, mais on avait autrefois des conseils de famille qui permettaient d'avoir le bon entourage pour prendre la bonne décision et pour que la mort soit acceptable aussi pour l'entourage. Alors j'ai l'impression que ces solutions-là ne sont pas du tout explorées et qu'on reste dans une approche très médicalisée de la mort. Alors, c'est vrai, ça s'est médicalisé parce que l'hôpital a pris une importance plus importante. Disons, l'hôpital, on meurt plus à l'hôpital, et ça c'est un sujet important, mais il ne faut pas s'y tromper. Les médecins sont parfois confrontés, non pas à des demandes de famille, dire il faut arrêter, il faut l'aide activement. Beaucoup de familles, parfois, par leurs propos, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et ils sont confrontés, les réanimateurs sont confrontés à ça, ou inversement. Moi, je vais vous citer un exemple que j'ai vécu en tant que président du conseil de surveillance du CHU. On s'éloigne un peu de l'aide activement bien. Il y a une jeune femme qui accouche à Saintes. L'accouchement se passe très mal. La maman et le bébé sont transférés au service au CHU de Poitiers. J'en parle parce que ça avait été, les médias s'étaient saisis de ça, et moi ça m'avait vraiment perturbé. Et il y a eu une incompréhension qui a duré 2-3 jours entre les parents et l'équipe médicale. Parce que l'équipe médicale avait besoin d'un certain temps, imagerie médicale, etc., pour poser le diagnostic et pour prendre des décisions qui s'imposent. Mais aussitôt, le papa et la maman, mais le papa a dit « Je ne veux pas d'un enfant handicapé. Nous ne voulons pas d'un enfant handicapé. » Et il a été plus loin. Il a dit « Je ne veux pas le prendre dans mes bras. » Et l'équipe médicale a fait son travail avec son temps. Et ils ont considéré que la vie de l'enfant n'était pas viable. Donc ils ont pris des décisions qui s'imposaient. Et le papa a accompagné dans ses bras l'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Moi, ça m'avait tellement marqué, parce que ça, confronté à ça, il y a toutes les lois,
Les lois, j'ai demandé au directeur du CHU, je dis je veux voir toute l'équipe médicale, d'aide-soignante aux professeurs, un après-midi, seul, pour que je comprenne quel est le mécanisme quand ils sont confrontés à ces situations. Écoutez, moi j'ai passé 2h30 avec eux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est pour ça qu'une loi, c'est important, ça fixe un cadre, mais ce que vit au quotidien, avec cette pression de la famille, de l'entourage, les équipes médicales, c'est quand même terrible. Et je comprends qu'il y ait parfois du personnel médical qui craque. Ces problèmes de temporalité, de dialogue avec la famille. Je vais vous répondre. C'est pour cette raison que nous faisons cette avancée dans l'avis du Comité national d'éthique. Nous disons que l'aide active à mourir, si le législateur décide de légiférer sur ce sujet, peut et a une signification éthique. Il ne faut pas être plus clair. Hein, mais c'est quand même, selon moi, je ne suis plus législateur, mais toutes les questions l'ont montré, que le législateur a fixé un cadre. Dire que la personne doit être autonome et qu'on essaye d'analyser son autonomie et son consentement, c'est quand même essentiel. Bon, on fait un choix, on dit ça ne peut concerner que les majeurs. Bon, ça peut discuter, mais c'est un cadre. On dit que les maladies de dégénérescence cérébrale ne sont pas prises en compte. Bon, ça peut se discuter, mais c'est un cadre. Je vous explique, moi aujourd'hui, je suis qu'un porte-parole. Je vous explique ce qu'est la position du Comité national d'éthique. Mais j'y insiste fortement, la liberté de l'individu, l'autonomie de la personne, s'exprimera d'autant plus facilement que la solidarité de la société jouera. Il se peut, et ça a été l'intervention en citant Henri Coeur tout à l'heure de monsieur, qu'une personne prise en charge parfaitement au sein des soins palliatifs, dans des équipements répondant à tous les critères, peut considérer au fond de lui-même « ma vie n'est pas bonne ». Alors, c'est quoi une vie bonne ou pas bonne? Et c'est là où la loi doit intervenir, parce que vous imaginez, lisez des expériences étrangères, voilà, il peut y avoir... Nous, les propositions, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, les propositions que nous formulons au niveau du CCNE, on n'avait pas à choisir une législation, je parle sous votre contrôle, correspond en gros à ce qui a été traduit par une législation en Oregon. Hein, c'est-à-dire que c'est l'assistance au suicide, etc. Alors, dans un tout autre contexte, une demi-heure après, j'ai dit, je ne sais pas à quelle occasion, que le suicide n'est pas condamnable en France. Hein, donc ça n'avait rien à voir avec... J'ai pas dit, le suicide étant pas condamnable en France, donc on n'a pas besoin de légiférer sur l'autonomie. C'est tout le contraire. Mais ce qui est condamnable en France, c'est l'incitation au suicide, etc. Et j'ai ajouté que l'autonomie de la personne, on la défend à travers cette aide active à mourir sous certaines conditions, mais peut paraître, pour certains esprits, il faut que je sois honnête intellectuellement aussi, en disant, monsieur, c'est bien, mais c'est un peu contradictoire, les campagnes qu'on fait. Moi, je l'ai entendu au sein du CCNE, les campagnes qu'on fait contre le suicide, etc. etc. Donc, il faut mettre tout ça dans le débat. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui considère que sa vie n'est pas bonne? Madame, je crois que... Là, il ne faut pas être plus clair avec vous. On fait une ouverture au sein du CCNE qui est claire. Ce n'est pas à moi maintenant de décider. Le président de la République, et je considère que je ne fais pas de politique là, mais il a raison de laisser le temps au débat, et ça sera en mars ou en avril, après ce débat, que le législateur décidera de trancher. Mais on a entendu l'opinion.
Ah, mais vous êtes passé, c'est en deuxième semaine, vous revenez. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas... Vous avez reparlé de la vie bonne, c'est pour ça que je me verrai revenir. Et vous avez dit une chose, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne ou pas bonne? C'est là que le législateur intervient. Et justement, je crois que c'est là que la loi ne peut plus rien. Et vous avez dit tout à l'heure que, et je rejoins ce que disait ma consoeur tout à l'heure, c'est comme la dignité. Il n'y a que la personne qui peut parler de sa dignité. Et vous avez dit tout à l'heure, et je vais aller plus loin que vous, que quand on faisait appel aux sciences humaines dans les études scientifiques, on se faisait descendre au niveau de la note INSERM. C'est pas rentable, oui. Mais... Hein, c'est pas rentable. Alors il y a une chose qui est encore moins rentable, et je vais pourtant le dire, c'est le mot amour. Alors en français, on n'a qu'un mot pour dire plein de choses. En grec, il y en a au moins 7, et c'est le mot storge qui convient. C'est-à-dire l'élan que j'ai envers la personne, envers sa souffrance, qui est un moment unique dans l'histoire de l'univers. Enfin, je pense qu'il y a des philosophes ici. Et de ce point de vue, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est-à-dire que si je donne des soins palliatifs parfaits, je fais bien mon boulot. Mais si je n'accompagne pas jusqu'au bout, je fais mal mon boulot. Et accompagner jusqu'au bout, ça veut dire quelqu'un qui me demande de l'aider à mourir. Si je l'aime, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je pense que je réponds un peu à... Je vais dans le sens de l'âme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que l'aider à mourir? Alors moi, je botte en touche, je suis content, parce que je ne suis pas médecin généraliste. Je n'ai pas le droit de prescrire. Donc, mais le généraliste, lui, qui est en relation privilégiée avec son patient, et son patient lui dit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Et je crois que la loi ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Non, mais votre logique en tant qu'acteur des soins palliatifs, moi, j'ai rien à rajouter. Je crois que vos propos parlent d'eux-mêmes. Alors, on le dit dans la vie, le CCNE n'a pas abordé ce sujet, mais on dit que ce sujet devrait être abordé. On ne l'a pas abordé. Donc, je ne veux pas aller plus loin, mais il existe. Et je pense que de dire le contraire, non, la vie ne couvre pas tout, et ce sujet particulier, vous retrouverez dans la vie, il y a une phrase, on a voulu, Jean-François Delfrécy, le président, a voulu qu'on le rajoute, que ces cas-là nécessiteront des études supplémentaires du CCNE. On n'a pas, mais vous avez raison de le mentionner. Vous avez raison. Alors, l'avis 139 ne l'aborde pas directement, mais c'est un sujet qui est traité dans un avis précédent, et qui est un avis fondateur du CCNE, c'est sur le consentement. Et vous savez bien que ce sujet de consentement a été un sujet extrêmement important pour la vaccination, hein, dans les EHPAD, etc. Et on n'a pas conclu là-dessus. Mais ça a été une difficulté supplémentaire dans toute la période qu'on a traversée. C'est disons, comment on obtient pour une personne qui a une maladie le consentement. Et c'est un sujet central au niveau du CCNE. Et cette notion de consentement, on l'aborde sur toute une série de sujets. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, les violences gynécologiques. Qu'est-ce qui est au cœur de ce sujet dont la Première ministre nous a saisi? C'est la notion de consentement. Hein? Explication. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, Président. Je vous redonne la parole. Alors écoutez, je tiens d'abord, je crois qu'il faut remercier et féliciter M. Claes Mais merci à vous. Hein. Merci à vous. De sa disponibilité, de son ouverture. Alors, vous savez, quand on finit des débats, en général, quand on en parle, on dit où ils ont été riches. Oui, je crois qu'il a été riche, ce débat. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de l'interactivité dont vous avez manifesté l'importance. Et je tiens à vous dire que dans la suite de ce qui se passe actuellement, on va faire des débats, on va faire d'ailleurs une rencontre citoyenne à Toulouse, et dont le professeur Patrick Calvas est le coordonnateur, avec des étudiants en médecine, en pharmacie,
des étudiants en droit, des étudiants de toutes les écoles. Et donc, s'il y en a parmi vous qui veulent s'inscrire pour participer à cette réflexion et à cette rencontre citoyenne, ça sera effectivement un élément très important pour enrichir le nombre de personnes qui pourront y participer. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que dans la continuité de ce dont on a parlé concernant les soins palliatifs et puis finalement le sens du soin, nous organisons une réunion le 6 janvier à l'Hôtel-Dieu, qui est ouverte également, qui sera consacrée aux valeurs du soin, et dans laquelle nous réfléchirons sur l'avis 140 du CCNE. C'est le dernier avis. Le dernier avis qui est sorti, et nous ferons des tables rondes, effectivement, pour retrouver, ça s'appelle « Regain des valeurs du soin ». Voilà. Et nous essaierons de réfléchir avec tous ceux qui seront là à ce sujet. Voilà. Donc, merci de votre présence et donc à un prochain débat.